Après une première partie de 13 épisodes retraçant le combat du Bakiverse contre Pickle, l'homme préhistorique surpuissant, la série Baki Hanma revient avec une nouvelle fournée d'épisodes. Au menu cette fois-ci, le très attendu combat final entre Baki et son illustre père, Yujiro Hanma, dit l'ogre. Est-ce que cette ultime confrontation tient toutes ses promesses? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est l'instant passion. Yo, aujourd'hui on va parler de Bakumatsu, l'habitant de l'infini, tome 1 aux éditions Saka. En 1864, soit près de 80 ans après son combat fatal contre l'école Ito-Ryu, Manji, le samouraï immortel, vit loin du tumulte de son époque. Tumulte provoqué par l'ouverture du Japon à l'Occident et par la guerre que se livrent les partisans de la restauration de l'empereur et les partisans du shogunat en place depuis des siècles. Le passé de Manji le rattrape brutalement et le conduit à Kyoto, là où il va devoir affronter la milice terrible de Shinsengumi, une milice légendaire réputée pour sa violence et son habileté au sabre, et aussi une doctoresse spécialisée en immortologie. C'est bien mystérieux. Cette série, supervisée par Hiroaki Samura, l'auteur de l'Habitant de l'infini, la série manga d'origine, ressuscite Manji, le samouraï éternel, pour de toutes nouvelles aventures. Changement d'époque, découverte d'une nouvelle ère du Japon, intrigue politique, occultisme, réflexion philosophique et bien évidemment combat hyper violent sont au menu de ce manga. Dessiné d'une main de maître par Suedobu Ryu, qui apporte une bonne touche de modernité, de nouveauté et de fraîcheur au style graphique, tout en respectant l'univers mis en place dans l'Habitant de l'infini, et ça fait plaisir. Si vous êtes fan de l'Habitant de l'infini, si vous êtes fan de combats de samouraï, d'histoire de samouraï, d'intrigues politiques et d'occultisme, eh ben je vous invite très sérieusement à lire ce nouveau manga chez Saka. Ouais. Et pour en apprendre plus sur les mangas et les prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner au compte Fnac. Que la passion vous guide. Oui. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de naze, je suis le chef. Vous avez été très nombreux à kiffer ma première vidéo bilan sur la première partie de la nouvelle saison de Baki Hanma Son of Ogre, saison 2, et en me demandant hey, est-ce que tu vas remettre le couvert pour la seconde partie? Et comme mon objectif principal c'est de vous faire plaisir à vous public, je vais m'y attaquer aujourd'hui. Avant, petit résumé des familles bien sûr, oui. Tous les combattants de l'univers de Baki le sentent, le combat tant attendu entre l'ogre et son fils ne va pas tarder à avoir lieu. Le monde du combat en tremble d'excitation. Yujiro Hanma lui-même a hâte d'affronter son fils et d'avoir peut-être enfin un adversaire à sa mesure. Baki, quant à lui, même s'il sent le combat arriver, prend le temps de réfléchir sur les causes de ce combat. Est-il animé uniquement par la vengeance ou alors cherche-t-il simplement à enfin avoir un vrai lien avec son père? En parallèle, nous suivons les pérégrinations de Retsukayo qui décide, on ne sait trop pourquoi, de se mettre à l'épreuve en faisant son entrée dans le monde de la boxe professionnelle. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette seconde partie? Eh ben, pour être tout à fait honnête, je suis à la fois satisfait et un petit peu déçu. Satisfait parce que le propos est intéressant, la manière de l'aborder est intéressante, autant dans l'exécution, j'étais un peu déçu, je l'avoue. Voilà, en fait je pourrais limite arrêter la vidéo là parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais bon, on va être un peu plus explicite, oui. 1. La relation père-fils. Le gros point fort de cette seconde partie est le traitement de son thème, qui est la relation père-fils, qui fait partie d'un plus grand thème abordé depuis le début du manga, qui est le thème de la masculinité ou de la virilité,
t'appelles ça comme tu veux. On en avait pas mal parlé déjà dans le menu manga Baki et dans la dernière vidéo sur le début de saison. Oui. La première partie aborde au travers du personnage de Pickles la force brute, la sauvagerie qui sommeille en chaque homme et notre capacité à la contrôler, la domestiquer et pose la question de savoir si cette domestication de nos instincts primaires nous rend plus forts ou plus faibles. Cette fois-ci, on aborde la masculinité d'un point de vue beaucoup plus émotionnel, parce que oui, être un homme, un vrai, ce n'est pas juste avoir des bras énormes et distribuer des gigatorgnoles, c'est aussi avoir une sensibilité émotionnelle particulière qu'il nous faut apprendre à connaître et accepter pour être un homme accompli. Et parmi toutes ces gammes d'émotions typiquement masculines, celle qui touche à notre relation avec notre paternel et notre propre progéniture est sans aucun doute la plus riche et la plus complexe de tous. Quand on est minot, et même plus tard, notre père est notre premier exemple de virilité, notre modèle, ce à quoi on aspire à devenir en grandissant. Et en tant que père, on essaye d'être un exemple en espérant qu'un jour il devienne bien meilleur que nous. C'est beau. Mais c'est un raccourci, un résumé grossier. En réalité, il y a tout un tas de nuances dans cette relation père-fils que la série aborde avec à la fois exubérance et subtilité. Que donne une relation père-fils lorsque ton père est un être au summum de la virilité et de la puissance masculine? Comment entretenir une relation avec l'ogre, la créature la plus forte du monde, Yujiro Hanma? C'est les questions auxquelles va tenter de répondre Baki tout au long des épisodes de cette seconde partie de saison. Malheureusement, pour comprendre pleinement les enjeux de ce développement autour de ce personnage, il faut avoir vu la première série animée Baki, Baki the Grappler, qui n'est malheureusement pas disponible sur Netflix. Ou alors il faut avoir lu le manga, mais là vous pouvez le lire parce qu'il est disponible aux éditions Meian, dans une édition ultime, perfecte édition qui déchire sa race. Voilà, j'ai pas été payé pour le dire, mais je trouve que l'édition est stylée et j'aime bien l'éditeur Meian, il sort que des bangers. Voilà. Allez checker ça. Pour bien comprendre la relation Baki-Yujiro dans son ensemble, il faut selon moi rajouter l'histoire d'un autre personnage, celui de la mère de Baki, Emi. Alors, l'histoire de la rencontre entre Emi et Yujiro et l'histoire avec Baki est succinctement rappelée dans cette saison, mais justement c'est un petit peu trop succinct pour comprendre tout le délire. Oui. En fait, le rappel qu'ils font est très bien si t'as déjà vu les séries précédentes. Et si c'est pas ton cas, bon, ça te donne vite fait des pistes, mais ça va pas très loin. Oui. Donc, on va faire un petit rappel. Au début du manga, Baki s'entraîne sous la supervision de sa mère pour devenir un guerrier suffisamment puissant qu'elle compte offrir à Yujiro Hanma pour gagner son amour. Baki, de base, n'était qu'un objet, un outil au service du désir de sa mère et par extension de Yujiro. Baki se devait donc d'être fort pour à la fois exister aux yeux de sa mère et de son père, et pour ce faire, il devait devenir capable de vaincre son père. On est clairement dans ce que Freud et d'autres illustres personnages, façon de parler, appelleraient un complexe d'Oedipe. C'est un concept, une idée en psychanalyse. Bon, la psychanalyse, c'est pas tellement scientifique, mais on s'en bat les couilles, c'est pas une chaîne de science, mais en tout cas c'est intéressant. Comme quoi, à un moment donné, chaque enfant se sentirait en compétition avec un parent pour l'affection d'un autre parent. Ici, Baki entre en compétition avec Yujiro pour gagner l'affection de sa mère. Bon, Yujiro, il la calcule pas la mère de Baki, mais le souci c'est que la mère de Baki ne calcule pas vraiment Baki non plus, et ne fait que penser à Yujiro. Le moment d'une première confrontation a lieu lorsque Baki a 13 ans. Évidemment, il se fait défoncer par Yujiro, mais alors que ce dernier va l'achever, contre toute attente, la mère de Baki s'interpose en défiant Yujiro en duel. Yujiro tue la mère de Baki sous ses yeux, ce qui alimente la haine féroce que Baki éprouve pour son père et le motive encore plus à devenir plus fort. Dans la nouvelle saison, qui a lieu 5 ans après, Baki se rend compte qu'il n'éprouve plus de haine envers son père. Une part de lui en veut toujours pour la mort de sa mère, mais il est plus intrigué de savoir pourquoi il a choisi de la tuer. Il entre dans la phase de résolution de son complexe d'Oedipe. Il se débarrasse de son désir entre guillemets pour sa mère et commence à identifier son père comme un modèle masculin. Il veut le connaître et le comprendre. Et si on regarde l'histoire de ce point de vue-là, on peut tenter de donner une explication presque logique et rationnelle au geste de Yujiro. Lors de leur premier combat, Baki et Yujiro se disputaient pour l'affection de la mère, Emi. Et lorsqu'Emi a pris la défense de son fils, il était clair qu'elle avait choisi son fils plutôt que le père. Baki ayant atteint son objectif de capter l'affection de sa mère, Yujiro décide de la tuer, car la mère représente le réconfort, le refuge des enfants vis-à-vis de l'autorité du père. Encore une fois, selon les partisans de la psychanalyse. En privant Baki de son refuge, il devient alors le premier centre d'attention de Baki, ce qui pousse le fils à continuer de progresser dans un monde dur et sans pitié, sans la possibilité d'y trouver le réconfort maternel. Baki, pour devenir un homme, doit s'émanciper de l'approbation maternelle, il doit cesser de chercher l'approbation maternelle, sauf que maintenant il se pose la question de pourquoi il veut réellement affronter son père. Nous avons la réponse en fin de saison, parce qu'affronter son père en combat est leur meilleure façon de communiquer leurs émotions.
L'expression des sentiments masculins ne passe pas par la discussion et les accolades, mais par des processus plus subtils. Les hommes, ça ne se parle pas, ça se comprend. Oui. Baki rentre dans un processus d'individuation. Il cherche à se former une identité et connaître son père fait partie de ce processus. Il a appris de lui la force et le combat, mais a besoin de lui pour connaître les autres aspects de la masculinité. En dehors de la force, qu'est-ce que signifie être un homme? Il est d'ailleurs extrêmement surpris de découvrir que son père est en réalité quelqu'un de très raffiné avec d'excellentes manières. Yujiro est bien plus complexe et subtil qu'un simple monstre assoiffé de violence et de badassitude. Baki n'est pas le seul à apprendre, c'est aussi le cas de Yujiro, qui se découvre sur le tard à ressentir une affection particulière pour son fils, et se rend compte de ses errements envers lui. En dehors d'avoir buté sa mère, j'entends. Si lui est raffiné et bien élevé, son fils ignore tout des bonnes manières et est un ruste qui ne connaît rien du monde à part la bagarre. Pour lui enseigner d'autres aspects de la vie d'un homme, Yujiro va devoir lui aussi s'ouvrir à son fils, parce qu'être père fait aussi partie du processus pour être un homme, et si un fils on l'est de facto, un père, on le devient. Donc ouais, cette partie-là de la série est super intéressante et parfois même très touchante, donc ça fonctionne assez bien. Là où ça commence à me poser des problèmes, c'est plutôt dans la manière dont c'est raconté, ou plutôt le délire qu'il y a autour, qui est un petit peu trop chelou pour moi. Oui. Partie 2, le combat du siècle. En fait, selon moi, la saison était tout à fait regardable jusqu'à ce que le fameux combat final commence réellement. À partir de là, c'est devenu trop débile pour moi. Et pourtant, j'ai une sacrée tolérance à la connerie, hein. Mais là, j'ai fait, ouais, non, c'est trop. Je vais le dire franco, l'ultime duel promis est pas vraiment à la hauteur d'un point de vue purement bastonesque. Alors oui, il raconte plein de choses sympas sur la relation Baki-Yujiro et montre comment elle évolue au fil du combat. Mais le combat en lui-même... Je ne saurais même pas dire si ça en fait trop ou pas assez, en fait. Les gars survivent sans blessure à une chute de 20 étages parce qu'ils s'amortissent sur une voiture. Yujiro arrive à creuser le bitume avec une seule main pendant que Baki lui fait une clé de bras et les mecs ont des putains de Susanoo ou des stands, appelle ça comme tu veux. Bon alors, va falloir se fixer là, ce sont des athlètes ultimes ou c'est des super saiyans? Non parce que je veux dire, jusqu'à présent Baki c'était un peu farfelu, mais ça restait quand même avec un fond de vraisemblable. Là ils sont complètement partis en couille là, là ça devient limite full fantastique, un peu chelou. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire là? Je comprends plus. Je veux dire, à un moment il y a un putain de fantôme du père de Yujiro qui apparaît. Tout le monde le voit en mode normal. Alors certes, découvrir le père de Yujiro et comprendre qu'il avait sans doute le même type de relation père-fils avec son père que ce qu'il a avec Baki, c'est intéressant pour comprendre le perso de Yujiro. Mais pourquoi un putain de fantôme ? Bon, en réalité, je crois que je comprends le délire de la volonté de partir en full fantastique. En parallèle au combat de Baki et Yujiro, on voit des archéologues qui découvrent des fresques antiques à la gloire d'une entité avec un dos démoniaque, comme Yujiro, et qui affrontent une créature similaire plus petite qu'on devine être son fils. Alors, est-ce que la fresque représente une prophétie de Baki et son père, ou est-ce qu'elle montre qu'un affrontement similaire a déjà eu lieu par le passé? C'est pas clair. Mais ça donne clairement, selon moi, l'intention de l'auteur, Keisuke Itagaki. Faire de Baki et de Yujiro des êtres mythiques. Baki et Yujiro représentent les archétypes ultimes du père et du fils. Et en tant que mythes, les règles du monde des simples mortels ne s'appliquent plus. Ils ont atteint un tel niveau de puissance qu'ils sont au-dessus du reste de l'humanité. Et en même temps, ils incarnent un conflit, une relation profondément humaine. La relation père-fils. Ils sont tous les pères, tous les fils qui se sont jamais disputés à travers l'histoire. C'est intéressant, je comprends le délire, mais, et je sais que ça va sonner un peu kikou de ma part de dire ça, mais je suis désolé, le combat final Baki versus Yujiro au full de leur puissance, eh ben je m'attendais à que ça pète des culs un peu plus que ça. Je m'attendais à être beaucoup plus impressionné, je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux qu'un combat de stand Echo Plus. Je veux dire, Baki a déjà eu des combats beaucoup plus impressionnants que ça dans le manga ou l'anime. Tandis que Yujiro Hanma, à chacune de ses apparitions avant ce combat, il a été 1000 fois plus badass. Oui. Et j'ai l'impression que la série est complètement consciente du côté déceptif de ce duel. Elle se justifie sans arrêt. Baki n'arrête pas de dire que ce n'est pas un combat, c'est une simple dispute entre un père et son fils. Alors oui, d'accord, c'est bien tout ça, mais on a attendu longtemps en fait pour l'avoir ce combat, on méritait un vrai truc. C'est comme si t'arrives à la fin de One Piece et que le One Piece en fait c'était le voyage et l'amitié. Bah il va te faire enculer en fait, c'est pas ça qu'on a demandé nous.
Oui. Bon, on va être juste, on a peut-être 5 minutes de vrai baston où ça se cogne vraiment, mais c'est totalement gâché par une animation hyper statique. Bon, c'est habituel l'animation de merde pour Baki, mais pour le combat ultime, ils auraient pu faire un petit effort. Et la conclusion, bof, hein, c'est allez c'est bon t'as gagné, fin. Et il y a aussi toute la partie avec Retsu Kaio qui reste plus dans la vibe du Baki traditionnel, focus sur le corps et les arts martiaux. Il explore le monde de la boxe et on voit tout le respect que met Itagaki sur ce monde et cet art, même s'il invoque que très peu dans son manga. Et évidemment, on a eu toute la partie sur Mohamed Ali, mais c'était plus l'homme que son art qui était mis en avant. C'était sympa à suivre, mais la conclusion a été torcher sa grand-mère, j'ai pas compris. Retsu bat un type, puis il y a un plus grand champion bien lourd, bien énervé qui le défie, et pouf, à la fin du dernier épisode, dans la scène post-générique, on apprend que le combat a eu lieu hors champ, qu'il a gagné et que du coup il quitte le monde de la boxe. Quoi? Donc ouais, j'ai été un petit peu désappointé. Oui. Partie 3, la suite. Bon, maintenant la question que je me pose et que sans doute plein de fans de Baki, surtout du manga, se posent, c'est bon, vu la fin Baki que vous avez fait, est-ce que vous allez quand même adapter la suite Netflix? Parce que oui, quand on voit la fin de la série, là, qu'on a vue sur Netflix, on est en droit de se dire, bah c'est bon, Baki a enfin combattu son père, il a gagné, il a été reconnu comme étant la créature la plus forte du monde par Yujiro Hanma, il a atteint son objectif, donc a priori, on peut arrêter l'histoire ici, fin du manga. Sauf que non, le manga continue longtemps encore après ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va être aussi adapté par Netflix? Alors vous allez me dire, mais quel intérêt, il n'y a plus d'enjeu vu que Baki a atteint son objectif ultime? J'ai envie de te dire, oui, mais c'est quand même vachement fandard à regarder. Parce que le prochain adversaire du Bakiverse, il est incroyable. Et il a une origine encore plus nanardesque, presque plus nanardesque que l'origine de Pickle. Et ça donne lieu à des combats franchement incroyables. Il y a des moments cultes dans cette partie-là avec ce nouveau personnage. Je vais pas spoiler qui c'est. Vous le connaissez sans doute déjà en plus, hein, vous l'avez certainement vu dans d'autres mangas. Mais franchement, je serais très curieux de voir cette partie-là en animation. Ça pourrait être vraiment stylé. Oui. Mais il faut bien reconnaître que la fin de la saison fait vraiment fin de série. On a même un encart où c'est marqué « Fin ». The End. Et il n'y a même pas de petit teasing à la fin, alors que la saison précédente, on a vu le petit teasing de l'arrivée de Pickle. Là, rien que dalle. Donc, est-ce que c'est vraiment le clap de fin pour l'anime Baki, ou est-ce que ça va revenir? La question reste entière. En conclusion, je te répéterai un peu ce que j'ai dit en intro. Les thèmes sont intéressants, le propos est subtil, abordé de manière intelligente, un petit peu poétique. J'aime bien le délire de fond. Autant niveau spectacle, je trouve que ça n'a pas fait son travail. Et si on regarde Baki, c'est pour les concepts débiles, mais c'est aussi pour le spectacle qu'on arrive à avoir en général, malgré une animation un peu nulle à chier. Et là, on n'a même pas eu ça, selon moi. Mais après, c'est mon avis. Chacun est libre d'avoir le sien. Voilà ce que je pense, ce que j'ai pensé de cette seconde partie de Baki Hanma Son of Ogre, en espérant qu'il y ait une suite, parce que la suite promet d'être incroyable, même avec une animation éclatée, ce serait trop marrant. Bref, comme d'habitude, je te laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le chef Otaku. Que la passion te guide. Oui.